Bonjour à tous. On est mercredi 20 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bienvenue parmi nous, Scott. Merci de me. Je vais commencer, Scott, par ce qu'a déclaré le président du Parlement iranien, Kalibaf. Il a dit que la population pouvait être assurée que leurs forces armées avaient pleinement profité de la trêve pour reconstruire leurs capacités. Selon lui, les mouvements secrets et ouverts de l'ennemi montrent qu'il cherche à lancer une nouvelle phase de guerre. Quelle est votre analyse de la situation? Parce qu'on a l'impression que l'Iran se prépare, qu'il est prêt, en quelque sorte, pour une nouvelle guerre. Et comment comprenez-vous la situation des forces dans la région, surtout avec la manière dont Donald Trump en parle? Je ne sais pas si on peut vraiment tirer quelque chose de ce que dit Donald Trump, mais il semble que les Iraniens sentent que la guerre approche. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'expriment de cette façon. Quelle est votre lecture de tout ça? Je veux dire, je ne sais pas quelles informations ils consultent. Donc c'est difficile de dire si je suis d'accord ou pas. Ils ont tiré leurs conclusions. Écoutez, l'Iran a toutes les raisons de penser qu'il est vulnérable à une attaque, parce qu'il a été trahi tellement de fois par le passé. Donc ils ne vont sans doute pas accorder beaucoup de crédit à ce qu'on leur dit. Mais si je pouvais parler à cette personne, et s'il acceptait de me parler, voilà les questions que je lui poserais. En 37 jours, combien de cibles les bombes américaines et israéliennes ont-elles frappé en Iran? Et il me donnerait un chiffre, 25 000. Très bien. Maintenant, regardons ça du point de vue de la capacité industrielle de défense. Quel niveau de dégâts a été infligé aux capacités de production de missiles balistiques iraniens? Vous savez, Bradley Cooper disait qu'il avait détruit 87% de votre capacité de production de missiles balistiques. Est-ce que c'est une évaluation exacte? Non, pas du tout. Nous, on continue nos activités et d'autres encore. Donc ce que vous dites, c'est que la campagne de bombardement n'a pas réussi à freiner les capacités de l'Iran. C'est exactement ce que je dis. D'accord. Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Concrètement, quels dégâts réels ont été causés? Quel pourcentage des bâtiments visés par les États-Unis étaient en fait vides ou choisis pour des raisons politiques sans réel impact? Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on regarde l'impact réel de ce que l'Amérique a fait à l'Iran, enfin je veux dire, on a coulé des navires. L'Iran n'avait pas à la base une marine hauturière. Donc oui, on a coulé des bateaux, mais ça ne change rien au fait que l'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz et qu'il continuera toujours à le contrôler. Donc le point que je veux lui faire comprendre, c'est qu'en 37 jours, on t'a rien fait de décisif. On a tué des gens, beaucoup de gens. On a tué des personnes importantes. Mais on n'a pas changé ton régime. On n'a pas interrompu ta capacité de production de missiles balistiques. Et on n'a eu aucun impact significatif sur ton programme nucléaire. Nous n'avons pas sécurisé le détroit d'Ormuz. On n'a rien accompli du tout. Alors maintenant, Monsieur le Président, je vous demande simplement, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on pourrait réussir cette fois-ci? De quoi avez-vous peur? Vous craignez qu'on refasse la même erreur qu'avant? Pourquoi? Vous avez gagné. Oui, c'est pénible. Ça fait des explosions, des morts. Pourquoi l'Amérique referait-elle ça? Quelle est votre évaluation de l'Amérique? Vous savez, on a épuisé nos armes de frappe à longue portée. Vous semblez avoir des renseignements. Est-ce qu'on a reconstitué nos stocks d'armes à longue portée au même niveau que vous avez reconstitué vos missiles? Non, pas du tout. Alors, selon vous, combien de jours les États-Unis pourraient-ils tenir une campagne semblable à celle qu'ils ont menée pendant 37 jours? Moins d'une semaine, non? Oui. Et leur capacité à intercepter vos missiles, elle durerait combien de temps? 3 ou 4 jours?
c'est ça? Et vous, à quel rythme pouvez-vous enchaîner? J'ai lu quelque part que certains affirment que vous pouvez tirer des centaines de missiles par jour, chaque heure. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur une période prolongée, en frappant toutes les cibles. C'est exact. Ou bien vous faites comme Donald Trump, en disant des choses qui ne sont pas vraies. Oh, c'est exact. Alors je repose la question. Pourquoi pensez-vous qu'ils iraient en guerre contre vous? Vous avez déclaré publiquement que si vous étiez attaqué, surtout si vos infrastructures énergétiques étaient visées, vous alliez immédiatement, dans cette campagne permanente, frapper les installations de production d'énergie des pays arabes du Golfe, y compris les usines de dessalement. Quelqu'un a même dit que les Émirats arabes unis reviendraient à l'époque bédouine. Est-ce une déclaration exacte? Et selon vous, quelle est leur capacité à se défendre contre ça? Aucune, n'est-ce pas? Alors encore une fois, pourquoi pensez-vous qu'ils vont attaquer? C'est ça ma question. Je comprends ce qu'ils disent, et ils ont tout à fait raison de se préparer à une attaque. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils vont être attaqués? Parce que, attaquer, pourquoi faire? Quels objectifs sont recherchés? Et quel calcul risque-bénéfice est fait par ceux qui voudraient attaquer? Moi, je ferai le contre-argument que Donald Trump ne peut pas attaquer, parce que les États arabes du Golfe ne le laisseront pas faire. La seule exception possible, ce seraient les Émirats arabes unis. Mais d'après Donald Trump, eux aussi étaient au téléphone. Peut-être qu'ils ont enfin compris, dans leur logique pro-israélienne, que les Israéliens ne peuvent pas les protéger contre les Iraniens, et que l'Iran mettrait fin à leur existence comme État-nation moderne. Ces appels n'ont pas eu lieu 1 heure avant que Donald Trump ne prenne la parole. Donald Trump n'allait jamais donner cet ordre. Jamais. Et tous ceux qui connaissent un peu la guerre aérienne moderne et la suite d'opérations nécessaires pour lancer une campagne aérienne savent très bien que ce n'est pas quelque chose qu'on arrête 1 heure avant que les bombes tombent. C'est quelque chose qu'on stoppe bien plus tôt, dès le début du cycle de mise en œuvre. La décision de ne pas bombarder l'Iran a été prise plusieurs jours avant, pas 1 heure avant l'attaque. Alors, il faut se poser la question, pourquoi Donald Trump a-t-il fait ça? Parce qu'il manipule les marchés. Littéralement, il est là-dedans. Il a lui-même qualifié l'économie américaine de casino. Il joue, tout simplement. Et les gens autour de lui aussi. Ces publications sur Truth Social sont faites pour provoquer un impact sur les marchés. Un impact qui profite à ceux qui ont pris les bons paris, en sachant à l'avance quand ce message allait sortir et ce qu'il allait dire. Donc, pour moi, tout ce qui se passe n'a rien à voir avec une stratégie visant à donner aux États-Unis ou à Israël un avantage politique ou militaire sur l'Iran en prolongeant le conflit. C'est une immense mise en scène, une mascarade censée faire pression sur l'Iran, mais je ne pense pas que l'Iran ressente la moindre pression. Et le bénéfice secondaire, c'est que Trump Incorporated empoche de l'argent en manipulant les marchés. Oui, pour ce qui est de l'évaluation du champ de bataille, je pense que tu as raison sur les raisons que tu viens de mentionner. Mais le problème, c'est qu'à Washington, on ne raisonne pas de façon logique. Beaucoup de gens disent que Netanyahou est en difficulté sur le plan intérieur en ce moment. L'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis pourraient décider d'attaquer à nouveau l'Iran, c'est justement que Netanyahou n'est pas dans une bonne position en Israël. Et tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Il a besoin de quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais combien de temps peut-on encore jouer cette carte? Vous savez, la première carte, la première main, a été jouée le 11 février, quand Netanyahou et le chef du Mossad ont rencontré Trump en tête-à-tête à la Maison-Blanche et lui ont vendu une belle histoire. Depuis, on a découvert que c'était une supercherie.
Ils ont menti. Ils ont menti sur leur capacité. Ils ont menti sur la faiblesse de l'Iran. Ils ont menti sur ce qui se passerait s'ils tuaient Ali Khamenei. Ils ont menti sur tout. Aujourd'hui, Donald Trump sait que tout cela était un mensonge. Et il sait aussi, enfin je veux dire, quand il a approuvé ce plan de guerre, est-ce qu'on le lui a présenté en disant « Monsieur le Président, on y va léger. Pendant ces 37 jours, on n'utilisera que 12-15% de notre capacité, mais on garde le gros coup pour plus tard, parce qu'on ne veut pas vraiment faire de dégâts. » Je pense que c'était plutôt l'inverse. Monsieur le Président, on y va fort, on arrive fort, on frappe fort, on martèle fort, et notre mission, c'est de les briser, de les détruire, de les neutraliser. Je crois que c'est ça le message qu'il a reçu. On y va fort. Et pourtant, on n'a pas battu les Iraniens. Alors, jusqu'où peut-on aller plus fort? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. Je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de rationalité à Washington, mais il doit bien rester un peu de bon sens, un minimum de lucidité, pour que certains puissent regarder les faits en face et dire « Non, ça ne tiendra pas ». Je pense qu'Israël, enfin, les sondages ne mentent pas. Environ 60% des Américains sont devenus, disons, désenchantés par la relation entre les États-Unis et Israël. Et là-bas, le sentiment anti-israélien ne cesse de grandir. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou, dans un nouvel acte de désespoir, a parlé de couper les liens financiers avec les États-Unis. Il comprend bien dans quelle direction le vent tourne. Le projet sioniste ne pourra plus durer très longtemps auprès du peuple américain. Parce qu'Israël n'est pas notre ami, ne l'a jamais été, et a toujours été notre ennemi. Et ça, c'est maintenant évident. Alors Israël se cherche un nouvel ami, les Émirats arabes unis. Et vous savez, ces Émiratis sont vraiment gentils parce qu'ils se sont retirés de l'OPEP+ pour pouvoir rediriger toutes leurs ressources énergétiques vers le marché afin de devenir les financiers d'Israël. Vous voyez la relation symbiotique là. Maintenant, on comprend pourquoi l'Iran a dit que si ça recommençait, les Émirats arabes unis disparaîtraient. On ne va tout simplement pas laisser ça arriver. Mais vous savez, je ne vois pas Israël avoir le même contrôle sur les États-Unis. On a vu ce qui se passe quand ils s'en prennent à un membre du Congrès. Il y a encore cet aspect-là. Thomas Massie a été battu par l'État d'Israël. Ça prouve que la démocratie américaine peut s'acheter, qu'il y a un prix. Et apparemment, c'est beaucoup d'argent. Mais ils ont quand même acheté un siège. Donc oui, l'influence israélienne est bien réelle. Elle est là, mais elle s'affaiblit. Et comme tout ce qui dure trop longtemps, au-delà de sa date de péremption, ça finit par devenir écœurant, comme une bouteille de lait utilisée par Israël. Je mets mes céréales dedans, je verse le lait et je mange. Je me dis, délicieux, bon lait. Le 20 mai, je me dis, allez, mets le dedans, pas mal. Le 21 mai, je me dis, je peux encore en manger. Le 25 mai, un peu amer, mais pas mauvais. J'ai mis un peu de sucre là-dedans, tu vois. Le 27 mai, boum, c'est fichu, aussi vite que ça. Et Israël, c'est un peu comme une bouteille de lait. Elle est restée au frigo 1 semaine après la date de péremption. On pouvait encore supporter un petit goût aigre, mais là, c'est complètement tourné. Et ça pue. Ça pourrit. On ne peut plus le boire. Ça nous rend malades. Il faut le jeter. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe ici, non? Israël n'a plus le contrôle sur l'Amérique qu'il pensait avoir. Sa date de péremption est largement dépassée. Je pense qu'ils étaient tellement contents d'avoir battu Thomas Massie à la primaire. Mais pour moi, c'était pas une défaite. Quand on regarde ce qui s'est passé, ils ont dû dépenser quelque chose comme plus de 30 millions de dollars contre lui, juste pour la primaire. C'est une primaire, pas une élection générale. Et pourtant, ils ont dû frapper aussi fort
contre Thomas Massie. Ce n'était pas seulement le lobby israélien, il y avait aussi Donald Trump, Pete Hegseth, J.D. Vance, tout le monde. On avait Stephen Miller, tous ensemble, attaquant Thomas Massie avec des sommes énormes. Pour moi, c'est le lobby israélien qui a perdu. Je ne pense pas qu'ils gagneront. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, voilà la réalité. 60% des Américains sont désenchantés, ou peut-être le mot juste, c'est désabusé, vis-à-vis d'Israël. 60%, et ce chiffre va encore augmenter. Le mouvement MAGA, qui est la base de Donald Trump, ne veut pas devenir méga, et il rejette cette idée. Thomas Massie, vous savez, c'est une chose de dire « Ah, tu ne votes pas pour le président, tu ne fais pas ci ou ça », mais c'en est une autre d'assumer ce que ça veut dire. Très bien. Mais il votait selon la volonté de ses électeurs, et c'est pour ça qu'il était sans cesse réélu. Cette élection n'a pas été une victoire pour Trump, c'était une défaite pour la démocratie américaine. Et le mouvement MAGA comprend maintenant que nous sommes méga, totalement méga. Je pense que ça va revenir hanter le Parti républicain lors des élections de mi-mandat. Je veux dire, on peut toujours faire passer un candidat par-ci par-là. Il y en a un en Louisiane qui est en train de gagner. Mais au final, à l'échelle nationale, ces victoires dites israéliennes sont en réalité des défaites pour la démocratie américaine. Et le peuple américain commence à s'en rendre compte. Je pense que c'est ce qu'on appellerait une victoire à la Pyrrhus. Vous savez, ça vient des Grecs qui ont gagné une bataille, mais en perdant trop d'hommes. Ou peut-être les Romains, je crois. Oui, les Romains, ils ont remporté une bataille, mais tellement de légionnaires ont été tués qu'au final, ils ont perdu la guerre. Ou alors, c'était les Grecs. Il faut que je relise un peu mes guerres du Péloponnèse et l'histoire de Rome, surtout maintenant que Xi Jinping a remis à la mode les références comme le piège de Thucydide, ce genre de choses. Bref, une victoire à la Pyrrhus. Les gens peuvent chercher sur Internet, je crois que j'ai raison. Voilà, les Grecs et les Romains. C'est l'une de ces civilisations anciennes. Mais je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus pour le camp pro-israélien, parce qu'en y déversant tout cet argent, ils ont en fait prouvé qu'on pouvait acheter la démocratie américaine. Et les Américains ne veulent pas que leur démocratie soit à vendre. Pas comme ça. Pas par une puissance étrangère. On est tout à fait d'accord pour laisser, disons, Big Pharma le faire. Lockheed Martin peut le faire. Le lobby des armes aussi, pas de problème. Ça, c'est entre nous. Mais quand les Israéliens arrivent et rachètent tout, non. Surtout après nous avoir entraînés dans une guerre qu'on a perdue, qu'on est encore en train de perdre et qu'on ne gagnera pas. Je pense que le problème auquel Donald Trump est confronté en ce moment n'a rien à voir avec les États-Unis. Il pourrait déclarer la victoire, se retirer du Moyen-Orient et partir, comme il l'a déjà fait avec les Houthis, avec les Yéménites en mer Rouge. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'a aucun moyen de présenter la situation au Moyen-Orient comme si Israël était en train de gagner. C'est ça, le cœur du problème. Et pour Israël, il n'y a aucun moyen de changer cette réalité pour Donald Trump. Donald Trump peut sortir du conflit, ça ne change rien. Il peut dire « je vais rouvrir le détroit d'Ormuz ». On va lui répondre que ça n'aura aucun effet sur notre économie et que tout le monde pourra passer par le détroit d'Ormuz. Mais le problème, c'est que la position d'Israël s'est tellement affaiblie que Donald Trump ne peut pas les sauver. Il ne peut pas changer la réalité pour Israël. Non, on le voit encore une fois. La réalité, c'est que, vous savez, dans la déclaration de Benjamin, souvenez-vous, en septembre 2023, il y a eu le sommet du G20 en Inde, et Donald Trump s'y est rendu. On en a parlé, le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe. Et Joe Biden a prononcé un grand discours en expliquant que ça allait changer le monde.
À cause du 7 octobre, les gens ont oublié tout ça. Mais Benjamin Netanyahou est intervenu le même jour. Il a fait un discours où il a dit « C'est le plus grand moment de l'histoire moderne d'Israël. Le plus grand moment de l'époque moderne. » Pourquoi? Pourquoi ce serait le plus grand? Parce que Israël sait qu'il est pris dans un piège économique et démographique, que son peuple afflue en Israël depuis partout, les sionistes. Le projet sioniste avance, oui, mais ça coûte de plus en plus cher. Et plus on y met d'argent, plus on éloigne les Palestiniens et les voisins de la région, plus on crée les conditions d'une tension qui peut mener au conflit. Il faut alors investir davantage dans la défense. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Mais d'où vient tout cet argent? L'économie ne tourne pas à plein régime. L'isolement du pays s'accentue dans le monde, surtout après Gaza. Il faut donc changer de logique. C'est justement ce que les accords d'Abraham étaient censés permettre. Instaurer une forme de normalité entre Israël et les États arabes du Golfe, fondée sur une coopération économique dominée par la technologie et les capacités financières israéliennes. Mais malgré tout, d'accord, il y avait ce potentiel. Mais maintenant, il faut une injection de richesse, une vraie activité économique. Et c'est justement ce que devait apporter le corridor économique Inde-Moyen-Orient. La possibilité pour un porte-conteneur de partir d'un port à Mumbai, d'aller à Abu Dhabi, d'être déchargé puis chargé sur un train qui traverse les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, jusqu'en Israël, avant d'être remis sur un navire à Haïfa, qui monte ensuite vers la Grèce, décharge et poursuit vers l'Europe. Cette activité devait se combiner avec ce qu'Israël faisait avec son gaz offshore, en essayant de créer un hub énergétique avec la Turquie pour pouvoir envoyer son gaz vers l'Europe et profiter de la puissance économique qui en découle. Ces deux dynamiques devaient faire d'Israël un miracle économique autosuffisant, ce qu'il n'a pas été. Tout le monde pouvait parler d'Israël par-ci, Israël par-là. Israël était un cas économique désespéré, incapable de tenir sans aide extérieure. Là, cette initiative devait permettre à Israël de changer la donne. C'est ce qui a rendu Netanyahou si heureux. Mais aujourd'hui, les accords d'Abraham sont morts. Aucun État arabe du Golfe, à part les Émirats arabes unis apparemment, n'est prêt à aller dans ce sens. Le corridor économique est complètement à l'arrêt. Enfin, ils essaient de le relancer maintenant grâce aux Émirats. Mais la réalité, c'est que l'Arabie saoudite ne fera pas affaire avec Israël tant qu'Israël continuera à agir comme il le fait avec la Palestine. Et puis, il y a autre chose. Israël n'est plus le miracle économique que tout le monde croyait. Le pays subit des blocus imposés par les Houthis. Il a été la cible d'attaques massives contre ses infrastructures menées par l'Iran. Et il fait face à une isolation diplomatique et économique de plus en plus forte, à mesure que le monde prend conscience, selon certains, de la nature terrible de l'État d'Israël. Un État accusé de génocide, de meurtre, de crimes atroces contre des civils et des prisonniers. Les gens le rejettent. Du coup, Netanyahou est désespéré. Il est en difficulté. Israël s'effondre. Et les États-Unis ne pourront pas soutenir Israël indéfiniment. On est en train de le perdre. On perd le soutien. Et les Émirats arabes unis, franchement, c'est une blague. J'ai de la peine pour les gens qui vivent là-bas, mais c'est une blague tragique, vraiment. La direction qu'ils prennent, les décisions qu'ils prennent, c'est du pur suicide. On pourrait penser qu'ils seraient assez intelligents pour le comprendre, mais non. Le sort est jeté. Ils sont à fond du côté d'Israël. En tout cas, c'est comme ça que les choses se présentent aujourd'hui. Peut-être qu'un coup de fil à Trump pour arrêter la guerre aurait pu leur donner une petite dose de réalité. Mais bon, voilà où on en est. Comment voyez-vous le pacte de non-agression et ce que la Russie et la Chine essayent de faire ensemble avec l'Iran?
Il me semble que l'Arabie saoudite avait demandé un pacte de non-agression. Je n'ai rien entendu du côté iranien, mais on dirait qu'il se passe quelque chose dans les négociations entre, comme je l'ai dit, la Russie, la Chine et l'Iran. Et tout cela touche à la question du Moyen-Orient, qui est, soit dit en passant, essentielle pour deux grands projets. Le corridor nord-sud et l'initiative des nouvelles routes de la soie, qui sont d'une importance capitale pour la Chine et la Russie. D'abord, un pacte de non-agression ne peut pas fonctionner si les États-Unis ne se retirent pas du Moyen-Orient. Pourquoi? On ne peut pas signer un pacte de non-agression avec les États-Unis. Vraiment? Vous imaginez l'Iran dormir avec ce bout de papier posé sur la table. Les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Ce qu'il faut, en revanche, c'est que l'Iran signe des pactes de non-agression avec l'ensemble de la région, y compris l'Arabie saoudite. Et les Saoudiens, souvenez-vous, ce n'est pas étonnant qu'ils fassent ce pas. Les Saoudiens ont travaillé avec la Chine et l'Iran pour se rapprocher et amorcer un rapprochement il y a quelques années. Et les Saoudiens savent, vous savez, ils comprennent mieux que beaucoup d'autres les réalités géopolitiques liées à la sécurité énergétique et à la position actuelle de l'Iran. Et donc ils observent, ils réfléchissent. Mais il faut que toutes les nations soient impliquées dans cette non-agression. Il faut que ce soit un traité régional de non-agression, signé par toutes les puissances. Et le garant, ça ne peut pas être les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis peuvent bien sûr jouer un rôle périphérique, dire qu'ils en font partie, qu'ils le soutiennent, mais le garant principal, ça doit être la Chine, sur le plan économique. Si vous voulez faire des affaires avec la Chine, vous devez signer ce pacte de non-agression, quelque chose dans ce genre-là. Ce ne sera pas dit aussi directement, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je pense que voir les Chinois et les Russes coopérer, c'est une bonne chose. Et c'est, comme vous l'avez dit, dans l'intérêt à la fois de la Russie et de la Chine, le corridor économique nord-sud qui relie Saint-Pétersbourg à Chabahar et la nouvelle route de la soie qui relie Téhéran à l'ouest de la Chine. Pour s'enfoncer au cœur du pacte. Ce sont des corridors essentiels de richesse, pour l'Iran comme pour toute la région. C'est ça, la nouvelle réalité. L'architecture de sécurité va devoir s'éloigner d'un modèle centré sur les États-Unis pour aller vers une architecture multipolaire. Et encore une fois, l'importance de ce qui vient de se passer à Pékin entre Vladimir Poutine et Xi Jinping ne peut pas être sous-estimée. On parle ici de deux des nations les plus puissantes et les plus influentes du monde qui se rapprochent. Et leur objectif, ce n'est pas de recréer un monde bipolaire, ni de revenir à la guerre froide. Leur but, c'est un monde véritablement multipolaire, qui donne du pouvoir à de nombreux pays, pas seulement à une poignée. Et c'est cette nouvelle réalité à laquelle les États-Unis vont devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre. Avant, c'était l'OPEP et l'OPEP+ qui décidaient du prix du pétrole. Vous pensez qu'on a aujourd'hui une nouvelle alternative sur le marché, comme le détroit d'Ormuz? Parce que selon moi, le passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz ne peut plus vraiment influencer le prix du pétrole. Oui, mais ça, enfin, d'un point de vue pratique, en termes de résultats, oui, bien sûr. Regardez, on avait Aramco, vous savez, la compagnie pétrolière américano-arabe. Et en gros, ils ont surdimensionné toute l'infrastructure de production pétrolière en Arabie saoudite. J'ai oublié les chiffres exacts, mais à un moment, la capacité maximale était d'environ 12,5 millions de barils par jour, alors qu'ils n'en produisaient que 9 millions. Pourquoi? Parce que c'est très coûteux d'entretenir toute une infrastructure qu'on n'utilise pas. Et la raison, c'est que quand les États-Unis ont besoin de plus de pétrole sur le marché, les Saoudiens peuvent augmenter la production immédiatement. Pas besoin d'attendre. Tout est prêt, il suffit d'ouvrir les vannes et ça sort. Et quand il faut resserrer un peu, les Saoudiens le font.
Et on avait cette relation qui disait, nous garantissons votre sécurité et en échange, vous nous aidez à réguler le marché. En théorie, l'Iran pourrait faire la même chose avec le détroit d'Ormuz. Resserrer, relâcher, resserrer. La différence, c'est qu'il bloquerait des cargaisons qui ne leur appartiennent pas. En Arabie Saoudite, avec l'Iran, on parle d'ouvrir ou de fermer des oléoducs saoudiens, reliés à des champs pétrolifères saoudiens et tout ce qui va avec. Là, ce serait l'Iran qui étranglerait l'économie mondiale. Et ça, en temps de guerre, ça peut être efficace. Mais en temps de paix, c'est impossible. L'Iran ne pourrait jamais être perçu comme cherchant à limiter activement la production d'énergie du Koweït, de Bahreïn, de l'Irak ou même de l'Arabie Saoudite en disant « on ne laissera passer qu'un certain nombre de navires par ici ». C'est pour ça qu'on a besoin d'un effet de cessez-le-feu. Mais ce qui est important, c'est que les Iraniens peuvent tout arrêter quand ils le veulent. C'est aussi important pour l'Iran de garder cette voie ouverte et de permettre la libre circulation de l'énergie. Tant que vous payez votre petit droit de passage, disons 2 millions de dollars par navire, c'est à peu près ce qu'ils demandent selon la cargaison, eh bien, laissez faire et tout ira bien. Mais je ne pense pas que l'Iran va contrôler ça, parce que c'est pas le rôle de l'Iran, d'abord. L'Iran n'a jamais dit qu'il allait devenir l'arbitre de qui gagne de l'argent ou pas. L'Iran considère que toutes les nations productrices d'énergie sont des nations souveraines et que c'est leur décision souveraine. Et je pense que l'Iran soutiendrait cette idée, tant que les pays ne cherchent pas à se positionner les uns contre les autres. Donc pour moi, une partie du cadre de sécurité régionale doit inclure un volet sur la sécurité énergétique. Vous voyez, si on a des pactes de non-agression, ça veut dire que l'Iran n'a plus à craindre du jour au lendemain la fermeture du détroit d'Ormuz. Et ça veut dire, en retour, que l'Iran doit s'engager à garantir la libre circulation de l'énergie. Bien sûr, il faut prévoir des exceptions très clairement définies pour que tout le monde comprenne que si telle chose se produit, alors telle autre peut suivre, et ainsi de suite. Mais tant que les engagements sont respectés, l'Iran doit laisser le trafic passer. Je pense que c'est pour ça que je dirais qu'Israël est en train de perdre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que la situation, le calcul de la part de ces gouvernements a complètement changé. Et selon vous, est-ce qu'il y a un moyen pour Israël de faire quelque chose ou de renverser ce qui se passe avec l'Iran? Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et le Qatar dépendent énormément de l'Iran. Peu importe qu'ils reconstruisent ou qu'ils construisent de nouveaux oléoducs, ils ne pourront pas tout faire sortir de leur pays par ces oléoducs. Ils resteront dépendants du détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas seulement une question de détroit. Il y a aussi les câbles Internet, dont beaucoup de gens parlent en ce moment en Iran. Je me souviens que dans les années 90, j'ai eu une conversation avec les Israéliens à propos de la menace grandissante du Hamas. Quand je voyageais en Israël, entre 1994 et 1998, à chaque fois que j'y allais, il y avait un attentat. Des attaques terroristes qui tuaient des gens, un bus qui explosait sur Dizengoff, un restaurant, puis un autre endroit, encore un autre. Tout explosait. C'était juste à côté de moi. J'entendais les déflagrations. Une fois, un restaurant a sauté, celui où j'avais déjeuné la veille. Là, vraiment, par la grâce de Dieu. Enfin, vous voyez, c'était la réalité quotidienne là-bas. Et j'ai eu une conversation avec un Israélien, parce que je travaillais avec les services de renseignement, les services de sécurité israéliens. Donc, quand on déjeunait ensemble, on parlait de toutes sortes de sujets. Et l'une des choses intéressantes qu'ils ont dites, c'est qu'un gars a expliqué que la meilleure façon de faire la paix avec le Hamas, c'est en fait de négocier directement avec eux, les inviter à la table
et les rendre partie prenante de la solution, pas seulement du problème. C'est très facile d'être un terroriste quand tout le monde s'attend à ce que tu ne sois rien d'autre qu'un terroriste. La barre est basse. Mais si tu dois devenir quelqu'un qui cherche des solutions, si tu as désormais un intérêt direct dans la résolution du problème, là c'est différent. Vous savez, c'est politiquement impossible que ça arrive, à cause des dynamiques internes. Mais vous voyez, si j'étais aux commandes d'Israël, je pourrais faire certaines choses, une par une. Par exemple, Gaza doit être entièrement reconstruite. Totalement. Je mettrais en place un mécanisme pour reconstruire Gaza au bénéfice du peuple palestinien. Mais pour vous donner un exemple, juste ici, ils sont en train de développer. J'avais une parente, une femme très intelligente, qui avait très bien réussi. Et je me souviens qu'un jour, un visiteur est venu chez elle, et sur sa table, il y avait une carte de Bozeman, dans le Montana. Elle vivait à Beverly Hills, dans une maison à $1 million. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu as une carte de Bozeman dans le Montana? Elle m'a dit, eh bien, j'achète des terrains. Je lui ai répondu, ah bon? Et comment tu fais pour acheter des terrains? Alors elle m'a montré son plan. Elle s'était assise, elle avait tout cartographié et elle avait prévu où se trouveraient tous les carrefours stratégiques. Elle m'a dit, c'est ici qu'ils construisent les banques, ici qu'ils mettent les stations-service, ici qu'ils installent les infrastructures. Donc moi, je vais acheter les terrains dont ils auront besoin pour construire tout ça. Et ensuite, quand ils viennent me voir, je ne leur vends pas le terrain, je le leur loue. Comme ça, je le garde en permanence. Je garde le contrôle de la situation. Et si un jour ils m'énervent, je peux vendre le terrain et leur banque disparaît. Elle doit partir. Et là, je me suis dit, c'est un peu un génie du mal quand même. Et c'est vrai, ça l'était. Je ferais la même chose avec Gaza. Je ne le dirais pas ouvertement, mais je reconstruirais Gaza. Simplement, j'achèterais chaque terrain situé sur les points stratégiques et de cette façon, je posséderais Gaza. Et je veillerais à ce que les habitants de Gaza prospèrent, mais qu'ils comprennent aussi, au bout du compte, qui contrôle quoi. Ou peut-être qu'ils ne le comprendraient pas. Par exemple, en ce moment, c'est un peu la même chose ici, c'est sûr, avec le développement qui se fait dans cette zone. Je ne sais pas qui possède le carrefour, mais je sais que ça va devenir essentiel pour le développement économique local. Donc, celui qui détient ce terrain a d'une certaine manière plus de pouvoir qu'un élu. Alors oui, je pourrais résoudre le problème de Gaza sans aucune force militaire, en la reconstruisant vraiment et en la rendant belle. Mais au bout du compte, j'ai un contrôle direct sur ce qui se passe à Gaza. Je pourrais faire la même chose au Liban. Je pourrais me retirer complètement du Liban. Donc la première chose que je ferais, ce serait de reconstruire Beyrouth. Et je ne laisserai pas les Saoudiens venir. J'utiliserai mes intermédiaires et je prendrai le contrôle de Beyrouth. J'achèterai sur place, je ferai raser des bâtiments, j'achèterai les carrefours stratégiques, je construirai les infrastructures. Et ainsi, je donnerai du pouvoir politique à certaines personnes. Plutôt que de chercher à isoler le Hezbollah, je chercherai à le rallier. Je dirai au Hezbollah, je veux travailler avec vous. Je veux que vous fassiez partie de l'avenir du Liban. Je veux rediriger les activités du Hezbollah, non plus contre moi, mais vers la reconstruction du Liban. Mais ce serait un Liban que je contrôle, parce que je contrôle les carrefours. Vous voyez, je pourrais jouer à ce petit jeu toute la journée. Je pourrais faire la même chose avec l'Iran. J'étendrais mon influence économique en Iran. C'est comme ça qu'Israël pourrait gagner cette guerre. Mais les Israéliens ne peuvent pas raisonner comme ça. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont besoin de dominer. Ils n'ont pas la patience stratégique. Leur société est devenue tellement tournée vers la guerre et aussi raciste. Pourtant, en Iran, il y a aujourd'hui énormément de vulnérabilité. Beaucoup,
à cause des sanctions qui durent depuis si longtemps, à cause d'infrastructures vieillissantes. Les dégâts sont considérables. Il y a un besoin de reconstruction, et c'est quelque chose qui va forcément redéfinir le pays. Vous avez vu à quel point Rafsanjani est devenu puissant après la fin de la guerre Iran-Irak. Comment Rafsanjani en est-il arrivé là? Parce qu'il s'est impliqué dans la reconstruction de l'Iran. Et il a donné au corps des gardiens de la Révolution les moyens d'y participer aussi. Les gardiens de la Révolution sont passés d'un groupe de jeunes fanatiques de 20 ans qui faisaient des charges suicides contre les Irakiens à des hommes d'affaires. Aujourd'hui, le corps des gardiens de la Révolution est une organisation bien plus sophistiquée, justement parce qu'ils ont pris part à la réhabilitation économique et à la reconstruction du pays. La reconstruction, c'est un domaine qui offre énormément de potentiel politique. Et si j'étais israélien, j'arrêterais de bombarder des cibles. Je commencerais à réfléchir à la manière de contrôler les carrefours stratégiques, à penser sur le long terme et à agir pour que les choses bougent. C'est ce que je ferais. C'est la seule issue possible pour Israël. Israël pense qu'il va s'en sortir en bombardant, mais ce sera la fin d'Israël. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur les batteries du dôme de fer? Qui les fabrique? Parce que le Hezbollah les frappe de plein fouet, un peu partout, pas seulement dans le sud du Liban. Ces dernières 24 heures, ils en ont touché 3. Et aujourd'hui, on a appris que 2 autres ont été visés dans le nord d'Israël. Je ne sais pas combien de temps Israël peut tenir face à cette nouvelle stratégie du Hezbollah, qui utilise des drones FPV pour attaquer les batteries du dôme de fer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ces batteries-là. Ils s'en prennent à la profondeur logistique de la présence israélienne. Vous savez, Israël n'a jamais eu à faire face à un Hezbollah capable de dominer à ce point la profondeur opérationnelle du champ de bataille. Hezbollah a toujours été très efficace au point de contact. Et par le passé, il a déjà montré qu'il pouvait lancer des roquettes Katyusha pour perturber l'équilibre politique et économique du nord d'Israël. Mais jusqu'ici, les Israéliens avaient toujours eu une certaine liberté de manœuvre. Ils pouvaient concentrer leurs troupes, construire leur logistique, faire circuler les ressources vers le front et en ramener. Aujourd'hui, à la pointe du combat, Israël se fait littéralement malmener. Je veux dire, Hezbollah les bat à plate couture, franchement. Je ne dis pas que Hezbollah ne subit pas de pertes, mais sur le terrain, il domine clairement. Bien sûr que oui, c'est la guerre. Mais Israël a beaucoup d'avantages technologiques. Par contre, les soldats israéliens ne sont pas si bons. Ils ne sont pas si courageux. Ils n'ont pas envie de mourir. Je ne dis pas que quelqu'un a envie de mourir. Mais si tu entres au combat en pensant que ta vie a trop de valeur, tu vas mourir plus vite. Si tu entres au combat en te disant que tu es une ressource qu'on peut sacrifier et que tu dois donc l'utiliser de manière professionnelle pour en tirer le maximum, tout en comprenant que la guerre est faite pour tuer et qu'il y a de fortes chances que tu y passes, alors là, tu peux survivre. Parce que dans ce cas, tu fais tout ce qu'il faut. Tu n'hésites pas au moment critique, simplement parce que tu crois que tu vas t'en sortir, ou parce que tu penses que ta vie est trop précieuse. On fait ce que l'entraînement nous apprend à faire. Et je pense que le Hezbollah fonctionne de cette manière. Je ne dis pas que les membres du Hezbollah n'ont pas peur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crainte. Mais dans l'ensemble, le Hezbollah est une machine de combat bien plus professionnelle et efficace que les Israéliens. Parce que les gens du Hezbollah comprennent et acceptent la possibilité de mourir. Les Israéliens, eux, ne veulent pas mourir. Ils évitent la mort. Et à cause de ça, ils commettent des erreurs, ils hésitent et ils meurent. Le Hezbollah exploite cette faiblesse sur le champ de bataille et maintenant en profondeur du territoire israélien. Il pénètre de 20 à 30 km à l'intérieur avec ses drones FPV
et c'est absolument dévastateur pour Israël. Israël n'a pas de réponse à ce problème. Mais est-ce que ça va vraiment pousser Netanyahou à changer de politique? Ou est-ce que vous voyez la même attitude qu'avant? Et jusqu'à quand les États-Unis comptent-ils soutenir Netanyahou? Et Israël, justement, quelles sont les capacités actuelles des États-Unis pour produire ce type d'intercepteur de missiles pour Israël? Et vous n'avez pas parlé des batteries du dôme de fer. De quelle batterie parle-t-on exactement? Enfin, il faut faire attention. Israël utilise énormément de missiles du dôme de fer. Donc il... Oh, vous avez figé, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais continuer à parler, au cas où le public m'entendrait, mais pas vous. Vous savez, Israël utilise les missiles du dôme de fer à un rythme impressionnant. Donc retirer une ou deux batteries comme ça ne change pas vraiment l'équilibre stratégique. Mais c'est quand même un problème, parce qu'à chaque fois qu'une batterie est détruite, c'est une zone qui devait être protégée et qui ne l'est plus. Et à ce moment-là, d'autres armes, d'autres ressources peuvent être déployées. Vous m'avez entendu tout du long, où je parlais tout seul dans le vide. Oui, je t'entends là tout de suite. D'accord. Parce que j'ai deux de vous à l'écran. J'ai Nima. Ah, voilà. Maintenant, je n'ai plus que toi. D'accord. Je ne sais pas si votre public m'a entendu. Et je n'ai pas envie de le répéter. Écoutez, le dôme de fer. Non, c'est bien réel, comme tout le reste. Mais les Israéliens en produisent beaucoup, du dôme de fer. Et nous, on en fabrique aussi pour eux. On construit les missiles, on construit tout. Vous êtes là? Bougez un peu, que je sache que vous êtes vivant. Oui, on est bien là. Allez-y. On dirait qu'il s'est figé. J'ai pensé, oh non, il a recommencé. Mais non, c'est un vrai problème. Quand on fait le dôme de fer, Je ne suis pas tellement inquiet de l'impact que ça a sur la production. Ce que ça montre, en revanche, c'est que le Hezbollah peut désormais imposer des réalités opérationnelles en profondeur. Le dôme de fer est censé protéger. On ne place pas un dôme de fer au hasard. L'une des choses que les Israéliens m'ont apprises, et franchement, c'était brillant, c'est quand on essayait d'identifier des installations de valeur en Irak. L'Irak, c'est un grand pays. Alors, ce que les Israéliens ont fait, c'est qu'ils se sont assis, ils ont cartographié toutes les installations de défense aérienne en Irak, ils les ont repérées, et ensuite, il y a les systèmes Roland et d'autres équipements qui ne servent qu'à protéger des cibles de grande valeur. Donc tu regardes où se trouvent les Roland, tu analyses, tu évalues en fonction de la dynamique de la menace qui arrive. Tu commences à tracer des flèches pour voir comment la défense aérienne est disposée pour contrer une attaque venant d'ici ou de là. Et à l'intersection de ces flèches, tu te dis, là, il y a quelque chose d'important. Et puis on commence à regarder autour de soi et on se dit, ah, regarde ça, regarde ce qui se passe. Avec le temps, ils ont construit une nouvelle route ici. Ils ont amené l'électricité là. Il se passe quelque chose à cet endroit. D'accord, là, on tient quelque chose. Donc quand Israël installe le dôme de fer ou un autre système, c'est qu'il protège quelque chose. Parce que les Israéliens, quand on a appliqué à l'Irak ce que je considérais comme une analyse brillante des schémas de défense aérienne, eux, ils font la même chose. Ils projettent ça parce qu'ils savent qu'ils déploient leur défense aérienne de manière similaire. C'est un gros indice pour les Iraniens en ce moment. Si vous voulez savoir où se trouvent les points de valeur en Israël, tracez toutes les positions de défense aérienne et faites exactement ce que je viens de décrire. Parce que c'est comme ça que les Israéliens raisonnent. Des choses qui ont de la valeur. Mais bon, je vais encore me faire taper sur les doigts pour dire ça. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux Iraniens.
N'importe quel pays en guerre doit faire de la défense aérienne. Vous, les Ukrainiens, vous pouvez le faire contre les Russes. Et vous, les Russes, vous pouvez le faire contre les Ukrainiens. Moi, je suis un analyste de modèles de défense aérienne, sans parti pris. Quand le Hezbollah fait exploser ces systèmes, ils détruisent quelque chose qui sert à protéger autre chose. Donc, à ce moment-là, on crée une vulnérabilité quelque part. Je pense que le Hezbollah a fait ce genre d'analyse. Ils savent très bien ce que ces systèmes sont censés protéger. Et en les détruisant, ils ouvrent des fenêtres de vulnérabilité qui peuvent être exploitées pour frapper des cibles encore plus importantes. Scott, comment compares-tu la visite de Donald Trump en Chine à ce qu'on a vu avec Vladimir Poutine et sa propre visite là-bas? Et où en est-on avec la guerre en Ukraine? Parce que on a l'impression que quelque chose est en train de s'intensifier entre la Russie et les Européens. Je ne sais pas à quel point ça pourrait être dévastateur. Tu penses que Donald Trump en a parlé pendant sa visite en Chine? Parce que, si je me souviens bien, tout tournait autour de l'Iran. Il n'a rien dit sur l'Ukraine, mais on dirait que la situation en Ukraine devient de plus en plus sérieuse avec le temps. Bon, d'abord, votre public doit prendre tout ce que je vais dire avec un peu de recul, parce que j'avais dit que Xi Jinping allait accueillir Vladimir Poutine à l'aéroport. Et je me suis trompé. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a fait. Alors, le ministre des Affaires étrangères fait partie du Politburo, tandis que le vice-président qui avait rencontré Donald Trump, lui, n'en fait pas partie. Donc, on peut dire qu'il y a eu une montée en gamme. Mais bon, mes compétences en sinologie sont un peu rouillées. Voilà, c'est comme ça. Mais regardez, ce sont deux rencontres totalement différentes. Les résultats n'ont rien à voir. La Chine cherchait à gérer sa relation avec les États-Unis, et les États-Unis cherchaient à gérer leur relation avec la Chine. En fait, ce sont deux puissances qui essayent de se gérer mutuellement. Un camp s'en est mieux sorti que l'autre, la Chine. Mais ce n'étaient pas des réunions entre amis. Vladimir Poutine et Xi Jinping, eux, sont amis. Là, on parle d'une rencontre entre des dirigeants et des nations amies, qui ne partagent pas seulement une relation cordiale, mais un partenariat stratégique d'une profondeur et d'une durée exceptionnelle. Ce n'est pas une alliance de circonstances à court terme, c'est une association stratégique à long terme. Nos amis, fondée sur la nécessité, sur la survie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un tournant majeur qui pose les bases solides de ce qui vient ensuite. Vous savez, l'un des points essentiels de la rencontre entre Trump et la Chine, c'est que Trump a été clairement averti de la valeur existentielle que les Chinois attachent à Taïwan. Ils ont en fait dit « conflit ». Nous aurons un conflit direct avec vous si vous vous en mêlez. Cette déclaration s'applique maintenant directement parce que les Chinois ont comparé l'intérêt de la Russie pour l'Ukraine à celui de la Chine pour Taïwan. Donc, même si Xi Jinping ne dit pas ouvertement « nous soutenons ce que fait la Russie en Ukraine », la relation indirecte montre clairement que c'est le cas. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est créer une profondeur stratégique, des partenariats énergétiques, des liens économiques qui survivront à toute escalade possible. Et moi, je pense qu'il y aura une escalade. Je crois qu'une guerre entre la Russie et au moins un État balte est inévitable, comme une guerre d'avertissement. Je crois que c'est la Lettonie, sera rayée de la carte. La Russie a déjà identifié de nombreuses cibles militaires et politiques qui seront éliminées, et elles le seront de manière décisive. Je pense aussi que l'Ukraine va disparaître du jeu en tant qu'entité politique viable. Kiev, selon moi, sera anéanti par une attaque massive destinée à détruire les centres de décision du gouvernement ukrainien. S'il se replie à Lviv, Lviv sera détruite à son tour. La Russie ne joue plus. C'est terminé. On a poussé la Russie trop loin, et maintenant elle se trouve dans une situation
ou si ça continue, elle en subira des conséquences existentielles. La Russie ne joue pas à ce jeu-là. Et donc la Russie va maintenant gagner et gagner de façon décisive. Je pense que les États-Unis en sont conscients et qu'ils ne feront rien face à une réaction russe jugée raisonnable. Une réaction raisonnable du point de vue russe, ce serait la destruction physique de Kiev et une attaque très marquée, nette et décisive contre un État balte, à titre d'exemple. Mais le danger, c'est que si l'Europe ne tire pas la leçon et cherche à continuer, la prochaine frappe visera des centres de décision situés en dehors des pays baltes, au cœur même de l'Europe. Et je crois qu'ils cibleront l'Allemagne en particulier. I believe that they will target Germany in particular.